Parfait. Et ben, sans plus tarder, on va commencer les présentations et on commence par le docteur Hage sur la chirurgie réfractive. Ah, super. Merci beaucoup au docteur Jean-Pierre Rosenbaum et au professeur Matelin de nous accueillir ici à l'Académie nationale de chirurgie. Ça fait très plaisir, là, ça doit faire la sixième ou septième année qu'on organise ce congrès. Bon, je remarque qu'il y a toujours autant d'internes, peut-être un peu moins matinaux par contre. Habituellement, les gens venaient très tôt. Là, on a un petit peu plus, les gens se réveillent un petit peu moins tôt, c'est dommage. Alors, on m'a demandé de présenter un topo qui s'intitule Quelle chirurgie pour quel patient en chirurgie réfractive? Alors, ce qu'on va voir tout d'abord, c'est quelles sont les panoplies, quel est l'arsenal thérapeutique que l'on a en chirurgie réfractive, pour voir ensuite quel est le bilan opératoire qu'il faut réaliser dans tous les cas, bien sélectionner le patient et essayer de faire ensemble un arbre décisionnel. J'ai mis un cas pratique aussi si on a le temps. Alors, la chirurgie réfractive, ce n'est pas qu'une seule chirurgie, c'est un ensemble de chirurgies dont le but est de corriger les amétropies, donc hypermétropie, myopie, astigmatisme. Ça a toujours été un but en ophtalmologie. On avait à la base des monocles, puis des lunettes. Il y a eu des chirurgies d'abord qui ont commencé en réfractive, c'était d'abord des greffes. On a eu des kératoplasties au laser, des kératoplasties thermiques. On a eu Baraker qui a fait les premières chirurgies réfractives. On a eu par la suite des kératotomies radiaires, puis la PKR, LASIK, SMILE, etc. Donc, ce qu'on peut séparer en deux, c'est d'une part les chirurgies cornéennes soustractives. Là, on va retirer du tissu, on tient à l'intérieur de l'œil, ou les chirurgies cristalliniennes, là, on va échanger la lentille naturelle de l'œil. Alors, les chirurgies cornéennes, un laser d'ablation, donc qu'on appelle l'excimer, c'est un laser qui va modifier la laser de découpe, le femtosecond. Alors, la PKR a vu le jour dans les années 90 suite à la découverte du laser excimer par des ingénieurs d'IBM qui travaillaient sur des puces. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Partage d'écran, mais OK. Ok. Alors, c'est un laser de surface. On va réaliser directement le laser excimer, donc une photoablation sur la surface de l'œil. Ça peut être soit en laissant l'épithélium en place, c'est le laser transépi, soit on retire l'épithélium cornéen d'abord avec de l'alcool ou mécaniquement. On peut utiliser de la mitomycine. C'est un antimitotique qui permet de diminuer les complications post-opératoires, notamment le haze et la régression. On peut opérer des myopies jusqu'à 6, 8 dioptries, voire plus. L'hypermétropie, pas tip-top en PKR. Et on peut opérer des petits astigmatismes. Le problème de la PKR, le résultat est très bon. Le problème, c'est surtout la logistique derrière. Le patient a mal pendant 2 jours. La récupération se fait assez lentement. Il faut une semaine à 2 mois pour avoir une vision parfaite. Et les patients sont souvent un petit peu embêtés parce qu'ils doivent poser une semaine d'arrêt de travail. Enfin, pas d'arrêt de travail, du coup de congé, puisque c'est pas pris en charge par la Sécu. Alors, les conditions, la PKR est assez. Et c'est la technique que l'on peut réaliser dans la plupart des cas pour des petites corrections. Il faut un patient sain, un œil sain, une topographie normale et une pachymétrie qui est plus simple, enfin plus faible que pour un LASIK. On verra ça plus tard. Alors, le LASIK, on a un topo juste après sur le LASIK par le docteur Rambaud. Donc, je vais passer assez rapidement. Mais cette fois-ci, on utilise d'abord le laser de découpe, donc le femtosecond. On va réaliser ce qu'on appelle un capot, comme un capot de voiture, qu'on va venir soulever, puis réaliser la photoablation à l'aide du laser excimer pour modifier la forme de la cornée. On repositionne par-dessus le capot et on est tout bon. C'est une chirurgie qui est indolore avec une récupération très rapide. Dès le lendemain, le patient voit bien, il n'y a pas de douleur. On peut opérer des myopies assez élevées jusqu'à -8, -10 assez facilement en fonction de la forme de la cornée, des hypermétropies jusqu'à 7, voire plus, des cylindres à 6 dioptries et on peut traiter la presbytie grâce à différents profils d'ablation.
Il y a quelques complications qui sont différentes qu'avec la PKR. On a des complications liées au fait qu'on a un capot au niveau de la cornée. Ça peut se déplacer. On peut avoir des plis du capot. On peut avoir des anomalies au niveau de l'interface entre le capot et le lit stromal résiduel. On peut avoir de l'inflammation, des petits débris qui sont posés, une invasion d'épithélium qui va venir se mettre à l'intérieur de l'interface. Et on peut avoir de la sécheresse oculaire, puisque là, cette fois-ci, on creuse plus profondément au sein de la cornée, puisqu'on réalise deux lasers. On va avoir une ablation plus importante et on atteint plus les nerfs cornéens. Donc le LASIK est plus pourvoyeur de sécheresse oculaire que la PKR. Les conditions, encore une fois, il faut un œil sain, un patient sain. La chirurgie réfractive, c'est chez des personnes saines. Des conditions topographiques et pachymétriques que l'on va voir. Et il faut assez de cornée résiduelle une fois qu'on a retiré le capot plus l'ablation. Il faut au moins 300 micromètres. Une pachymétrie préopératoire au-delà de 500 micromètres, c'est médico-légal. Et ne pas retirer trop de tissu pour ne pas trop fragiliser la cornée. Alors la vidéo, je passe puisque Camille va nous présenter, je pense, juste après une vidéo. Alors le smile, cette fois-ci, on va utiliser uniquement le laser de découpe, donc le femtoseconde. On va découper à l'intérieur de la cornée un lenticule intrastromal, donc une petite lentille que l'on va venir retirer à travers une petite incision. Le fait de retirer ce tissu va modifier la forme de la cornée. On peut traiter des myopies jusqu'à -10. L'hypermétropie, on peut le faire là récemment, ça vient de sortir depuis un an. Moi, personnellement, j'ai pas encore fait de smile hypermétrope. C'est un petit peu différent puisque le lenticule va être plus fin au centre qu'en périphérie. On va enlever une sorte de donut. Et on peut traiter des cylindres puisque maintenant ils prennent en compte la cyclotorsion avec le Visumax 800. Alors c'est comme le LASIK, c'est indolore, la récupération est rapide. On a aussi des problèmes d'interface et de sécheresse. À un moment on disait le smile c'est la chirurgie pour la sécheresse oculaire. Non. Quand on a une sécheresse oculaire importante, on fait ni LASIK ni smile. En fait, on a un peu moins de sécheresse oculaire transitoire les premiers mois, mais au bout de 6 mois, c'est exactement les mêmes taux de sécheresse oculaire. Donc sécheresse oculaire, pas de chirurgie réfractive si possible. En tout cas pas cornéenne. Il y a des problèmes de retraitement, c'est un petit peu plus compliqué, on a moins l'habitude que le LASIK. Le LASIK, ça fait depuis les années 2000, le Smile un peu moins, les reprises peuvent être plus compliquées. Parfois, il faut reprendre en PKR, on peut faire des circles, c'est des LASIK par-dessus, un peu plus complexe. Contre-indication cornéenne, c'est exactement la même chose que le LASIK, pour retenir et faire simple. Alors, en cornet, du coup, si jamais on veut avoir une petite métaphore, globalement, le but, c'est d'arriver au sixième étage, avoir une vision parfaite à 10 sur 10. Soit on prend l'escalier, ça fonctionne très bien, on va y arriver. On monte ces 6 étages, c'est dans la douleur, on va y arriver, on va avoir le même résultat qu'avec un LASIK, mais le LASIK et le SMILE, c'est l'ascenseur. On appuie sur le bouton, on arrive, le patient est tranquille, il arrive assez rapidement, mais le résultat final est exactement le même. Alors, les implants fac. Cette fois-ci, on va rajouter une lentille à l'intérieur de l'œil qui va être à demeure. C'est une lentille qui est assez souple, c'est assez simple à poser. Donc, c'est une chirurgie totalement réversible. On peut la retirer si jamais on a besoin, si jamais il y a des complications, ou le jour où il faut réaliser une chirurgie de cataracte. Ça peut se faire soit sous AG, soit en topique, soit un œil, puis l'autre œil une semaine ou 2 semaines après, mais c'est un peu dur de laisser un patient à -11 d'un œil et plan de l'autre. Soit on peut la faire bilatérale séquentielle. Les myopies, on peut corriger des myopies très importantes. On peut corriger de l'hypermétropie, du cylindre. C'est une chirurgie qui est indolore. La récupération va être assez rapide. La qualité visuelle est hyper intéressante en post-opératoire, puisque cette fois-ci, on ne va pas essayer de modifier la forme de la cornée et de prédire en fait des aberrations, des changements de réfraction. On va juste rajouter une lentille, comme si on posait une lentille sur l'œil, mais cette fois-ci, elle est à l'intérieur. Alors, en France, le développement s'est fait assez récemment, mais c'est absolument pas récent comme chirurgie puisque ça a exactement mon âge, ça date de 93, où les premiers ICL ont été posés en Argentine par... j'oublie son nom. C'est très important d'avoir un sizing important, donc c'est la taille de la lentille qui va être mise, puisque si jamais le sizing est trop faible, ça va toucher le cristallin et entraîner des cataractes. Si jamais le sizing est trop important, ça va pousser vers l'avant, ça risque de fermer l'angle iridocornéen. Donc les conditions, encore une fois, un œil sain, un patient sain, pas forcément besoin d'avoir une correction optique stable, les patients qui sont à -12 vont continuer à évoluer même après 30 ans. Avoir une chambre antérieure de profondeur suffisante, 2,8 mm chez le myope, 3 mm chez l'hypermétrope, un angle iridocornéen ouvert, puisqu'il y a un risque de fermeture, enfin de diminution de l'ouverture de l'angle en post-opératoire. Et médico-légalement, il faut un comptage endothélial normal en préopératoire et un suivi de ce comptage. La chirurgie cristallinienne, c'est la dernière technique. Donc cette fois-ci, on va retirer la lentille naturelle de l'œil et la remplacer par un implant intraoculaire. Je pense qu'on a un topo plus tard sur les différents implants intraoculaires, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc cette fois-ci, c'est juste prendre un petit peu d'avance sur le vieillissement naturel de l'œil et mettre une lentille qui va permettre de corriger la métropie du patient et notamment la presbytie. C'est une technique qui est intéressante à partir d'un certain âge.
Alors, le but de la chirurgie, c'est à visée réfractive. Bien sûr, on ne lui met pas juste un implant monofocal pour bien voir de loin. Bonne journée, au revoir. Le but, c'est d'avoir une indépendance la plus importante vis-à-vis des lunettes. Ne pas trop promettre au patient. On ne dit pas, vous allez voir tout le temps sans lunettes, mais d'avoir une bonne vision dans la plupart des situations. C'est efficace, c'est durable. Si on s'amuse à déterrer les patients dans 200 ans, on aura toujours les petits implants en plastique qui seront là. Ouais, c'est assez safe. Les complications sont assez rares. Les différents implants, on en parlera plus tard. On a quelques effets secondaires possibles. Les risques de complications, l'endophthalmie, etc., c'est quand même assez rare. C'est moins de 0,02%. Les décollements de rétine, surtout chez les myopes, faut faire attention. Donc, bien vérifier que le DPV ait été fait. Chez l'hypermétrope, très rare quand même le décollement de rétine. Pour des longueurs axiales de moins de 23, on n'en a pas. Les conditions, donc 55-65 ans, on peut commencer à discuter de chirurgie cristallinienne. Moi, personnellement, j'ai le cut-off de 55 ans. Après 55 ans, je fais très très peu de chirurgie cornéenne, puisqu'il y a quand même plus de sécheresse oculaire et souvent une petite opacité cristallinienne débutante. Faire attention chez les métropes, puisque c'est des patients qui sont très exigeants, ils ont une très bonne vision de loin. C'est un compromis entre la vision de loin et la vision de près. Et chaque patient, chaque œil a un implant qui est adapté ou plusieurs implants qui sont adaptés, donc c'est à discuter avec le patient. Alors la sélection et la préparation du patient, ça c'est le bilan préopératoire. L'interrogatoire doit être le plus exhaustif possible, il faut connaître parfaitement son patient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quelles sont ses attentes, ses exigences, essayer de voir un petit peu le profil psychologique du patient, ce qu'il fait dans la vie, le métier, s'il conduit la nuit, s'il fait certains sports particuliers. La stabilité en correction, c'est bien, il faut avoir une correction stable pour opérer, mais ce n'est pas forcément nécessaire pour toutes les corrections. Savoir s'il porte des lunettes, des lentilles, est-ce qu'il tolère ses lentilles? Souvent, le patient qui ne tolère pas ses lentilles, il y a de la sécheresse oculaire, il va falloir faire attention en chirurgie. Les antécédents ophtalmologiques, les antécédents généraux, notamment les maladies systémiques, on a parfois des contre-indications à la chirurgie. Les antécédents familiaux de kératocone, les frottements oculaires. La grossesse, ce n'est pas une contre-indication si jamais on a des projets de grossesse. On n'opère pas une femme enceinte, bien sûr, mais à distance de la grossesse ou avant une grossesse, il n'y a pas de souci. C'est pas une maladie, la grossesse. On revient à son état normal, la réfraction aussi. Alors, l'examen ophtalmologique doit être aussi le plus exhaustif possible. La réfraction doit être très bien faite puisqu'on va se baser sur les mesures de réfraction de l'examen clinique pour rentrer nos données chirurgicales. Doit être subjective, mais aussi, enfin, je conseille quand même, surtout quand on commence, de faire des mesures sous cycloplégie. Parfois, on a des jolies surprises. Un examen global en se focalisant surtout sur la cornée, vérifier qu'il n'y ait pas de dystrophie de la membrane basale épithéliale, vérifier qu'il n'y ait pas de sécheresse oculaire. Ça, on en parlera tout à l'heure aussi. J'ai un topo sur la sécheresse, ça va être très fun. Vérifier l'état du cristallin. Donc, si jamais on a déjà une opacité cristallinienne, on peut s'orienter plutôt vers une chirurgie de cataracte. La pression intraoculaire, puisque c'est des patients chez qui on va modifier l'épaisseur de cornée, donc modifier les mesures de PIO. Donc, il faut bien noter la PIO pré-op avec la pachymétrie. Et c'est des patients à qui on va coller des corticoïdes pendant plus ou moins longtemps. Donc, faire attention à ça. Les jeunes font plus de poussées d'hypertonie et sous corticoïdes. La topographie, qui est la pierre angulaire du bilan préopératoire. Donc ça, on pourra en parler juste après. La pachymétrie, avec notamment le mapping épithélial, qui est très intéressant là en 2025, puisqu'on sait que l'épithélium va masquer les modifications de forme du stroma. Donc plutôt que de regarder uniquement la pachymétrie totale, on vérifie qu'il n'y ait pas un petit amincissement à un endroit au niveau de l'épithélium qui pourrait masquer un kératocone débutant. Si jamais on fait une chirurgie intraoculaire, il faut une biométrie. Pour l'ICL, il faut en plus un comptage endothélial qui est médico-légal et on peut aussi faire une UBM qui peut être intéressante pour les calculs. Donc, encore une fois, le bilan doit être le plus complet possible puisque c'est médico-légal. Si quelque chose, et si jamais on retrouve une anomalie avant la chirurgie, il faut bien le noter pour pas dire, ah bah non, c'est peut-être arrivé après la chirurgie. Alors, la faisabilité d'une chirurgie cornéenne, notamment en LASIK ou en SMILE, je suis même pas sur la photo, notamment en LASIK ou en SMILE. Il faut regarder la topographie. On va vérifier qu'il y a un astigmatisme qui soit régulier. Donc, les deux hémiméridiens sont bien en face l'un de l'autre, symétriques, donc autant d'astigmatisme de part et d'autre de l'hémicornée, et que l'énantiomorphisme, donc la symétrie axiale entre les deux yeux, soit bien respectée. On prend la topographie de l'œil droit, topographie de l'œil gauche, on plie la page et ça doit faire exactement la même chose à peu près. La pachymétrie pour le LASIK et le SMILE doit être de plus de 500 micromètres en pré-op, qu'il n'y ait pas de décentrement du point le plus fin et le mapping épithélial normal. Et enfin, pas d'élévation postérieure anormale qui peut être un signe de kératocone fruste. Les prédictions de traitement, quand on va retirer du tissu, on va ablater à peu près pour une zone optique de 6,5, 15 micromètres de tissu pour une dioptrie d'ablation. Donc il faut faire la somme de la sphère plus du cylindre, pas d'équivalence sphérique. Et on fait nos prédictions de traitement. Il faut avoir un mur résiduel de plus de 300. Dans certains publics, c'est 250. Pour commencer, je vous conseille 300 et pas retirer trop de tissu, pas plus de 35 et 40%, parce qu'on va fragiliser la cornée. On est à risque d'avoir des ectasies post-op.
La discussion et la prise en charge. Donc, le patient, on va lui donner toutes les informations, lui expliquer tous les risques, lui expliquer comment se passe la chirurgie, un maximum d'informations à l'écrit et nuancer ça à l'oral. Alors, pas lui dire, voilà, l'infection, c'est tant, ça, c'est tant, ça, c'est tant. On met ça à l'écrit, on dit, voilà, il y a un risque d'infection, il est très faible. Il y a un risque de déplacement de capot de l'asique, il est très faible, j'en ai quasiment jamais vu. Bien expliquer les choses au patient, le rassurer. Ne pas le forcer à se faire opérer. En fait, c'est le patient qui vient nous voir en disant, voilà, je veux me faire opérer. Il faut le conseiller. Ne pas lui dire, ne pas aussi lui donner de fausses idées. Pas lui dire, ah bah désolé, par contre, vous n'êtes pas opérable en LASIK. Par contre, on peut vous faire un ICL. Il va se dire, bon, bah, l'ICL, c'est négatif. On me fait un ICL parce que je ne peux pas faire de LASIK. Il faut dès le début lui exposer les différentes options et dire, moi, pour vous, je choisirais cette solution. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà toutes les informations. C'est une décision à deux. Donc, donner les informations au patient, lui donner le devis, parce que ça coûte cher, c'est pas remboursé, à part la sécurité sociale, c'est remboursé en partie par les mutuelles. On revoit le patient une deuxième fois, ça lui laisse un délai de réflexion, même si c'est pas vraiment médico-légal, il faut quand même lui laisser le temps de digérer toutes les informations, le revoir pour qu'il pose ses questions, et ne surtout pas lui donner de faux espoirs. Un patient à qui on a dit, bon, bah, ça va être génial, plus jamais de lunettes de votre vie, va pas être satisfait. Alors que si on lui dit le but c'est d'avoir une indépendance vis-à-vis des lentilles, il faut voir le taux d'acceptation aussi de bon pourquoi pas avoir une petite paire de lunettes de repos par la suite. Les patients le tolèrent très bien et on a des patients qui sont plus contents. Il faut bien maîtriser sa technique opératoire, pas dire ah bah vas-y, je vais me lancer mon premier ICL en privé, ça va être chouette. Non, il faut connaître toutes les techniques. Un bon chirurgien réfractif, c'est un chirurgien qui sait utiliser chaque arme de son arsenal thérapeutique, savoir faire une PKR, un LASIK, un ICL. Il n'y a pas de moins bonne chirurgie pour le patient. Encore une fois, c'est bien choisir la chirurgie en fonction de ce qu'on peut faire au patient, en fonction des indications, contre-indications, du choix du patient et du choix du chirurgien. Il n'y a pas un seul arbre décisionnel. Chaque chirurgien a son arbre décisionnel. Il y a des recommandations, il y a des contre-indications. Mais globalement, ce qu'il faut se dire, c'est pour un œil, on va avoir une meilleure solution. Pour la myopie, je trouve, le plus simple. Pour des toutes petites myopies, on peut aller sur une PKR, quoi qu'on peut aussi faire un LASIK. Entre 1 et 8 et 10 dioptries, on vérifie que la cornée soit opérable. Si elle est opérable et qu'on n'a pas de sécheresse, on va s'orienter vers un LASIK ou un SMILE. On peut aussi faire une PKR pour X ou X raison avec de la mitomycine pour limiter le risque de haze. Si jamais c'est pas opérable, dans ce cas, on regarde, si jamais on peut pas faire de LASIK ou de SMILE, on vérifie que la pachymétrie post-op soit supérieure à 400 micromètres, qu'il y ait une légère sécheresse, par exemple, pas un marquage à la fluo trop important, et une kératométrie post-op pas trop plate, on peut faire une PKR. Si tous ces critères ne sont pas rejoints, dans ce cas, on va s'orienter plutôt vers une chirurgie intraoculaire. Un patient qui a -6 et une cornée trop fine qui ne peut pas être opérée en PKR non plus, on peut lui proposer un ICL. Pareil pour un -3, -4, c'est pas, on réserve pas ça uniquement aux très hautes myopies. On vérifie si jamais l'ICL est faisable, donc une chambre antérieure de plus de 2,8 mm, un angle ouvert, et dans ce cas, on propose l'implant FAC. Parfois, la meilleure des chirurgies, c'est juste de ne pas opérer le patient, de s'abstenir et lui dire, voilà, vous n'êtes pas opérable, malheureusement. Les lentilles, c'est bien, et c'est d'optimiser ses lunettes, optimiser ses lentilles, il y a l'orthokératologie qui fonctionne bien aussi. Il y a plein de solutions. Pour l'hypermétropie, alors, je peux vous parler longtemps de l'hypermétropie, hypermétrope fort que je suis. Soit on est entre 1 et 7, on peut s'orienter vers différentes techniques chirurgicales, le LASIK ou le SMILE maintenant. Il faut une cornée qui ne soit pas à risque, donc exactement comme pour le LASIK myope, et ne pas avoir un prédictif post-opératoire avec une cornée trop bombée, puisqu'on peut avoir des aberrations optiques trop importantes. Pas de sécheresse, LASIK SMILE. Si jamais on a de la sécheresse ou une cornée non opérable, on va s'orienter vers un implant FAC, mais cette fois-ci, il faut une profondeur de chambre de plus de 3 mm. Moi, j'en ai posé aucun d'ICL hypermétrope, parce que globalement, la plupart des hypermétropes que je vois ont malheureusement des chambres antérieures étroites. Moi, j'ai 2 mm, c'est génial. Pour la fermeture de langue, ça va être chouette. Donc, abstention thérapeutique, encore une fois, une très bonne solution. La presbytie, bon, ça va être un peu compliqué d'en parler, je pense que je vais dépasser mon temps de parole. Donc, cette fois-ci, on regarde plein de facteurs, l'âge, l'état du cristallin, est-ce que le DPV est fait, est-ce que la cornée est opérable, quelle est la réfraction du patient. Pour retenir, moi, mon cut-off, c'est à peu près 55 ans. Avant ça, je propose plutôt une chirurgie cornéenne. Chez l'hypermétrope, je peux plutôt aller vers un échange cristallinien, ICL chez le myope. Après 60 ans, je vais aller forcément sur une chirurgie cristallinienne avec différentes techniques possibles. Entre les deux, c'est au cas par cas, discuter avec le patient, voir quelle est la meilleure solution pour lui. Il y a plein d'études récentes sur l'art décisionnel en presbytie. Un petit cas pratique d'un patient que j'ai opéré la semaine dernière, c'est un homme de 26 ans. Son cousin a été opéré d'un ICL. Il avait -13. Il me dit, je veux tout pareil. Bon, rien de particulier à son examen. Il a -6, 25 à droite, -7 à gauche, un tout petit astigmatisme. Bon, une PIO qui est surestimée, il faut la reprendre à l'aplanation, elle était totalement normale. Il a un steak en termes de paki, là on voit 611, 608.
Quand on lui fait sa topographie, elle est magnifique, sa topo, il n'y a rien de particulier, pas d'astigmatisme, à 630 de pachymétrie, l'élévation postérieure que l'on voit, j'ai pas de souris, ah si. L'élévation postérieure ici, c'est quelque chose de totalement normal, ça ne bombe pas. La profondeur de chambre antérieure, 2,7, 2,75. Donc déjà, je peux dire au patient, je ne peux pas faire la même chose qu'à votre cousin, vous n'avez pas 2,8 mm, pas d'ICL. Donc ensuite, ce qu'on va regarder, c'est opérabilité de la cornée. Là, il n'y avait pas de souci particulier. On doit retirer 15 micromètres par dioptrie. On a une ablation de 104 micromètres à droite, 116 à gauche. Plus un capot de 110, ça fait 421 de résiduel à droite, 411 à gauche, avec moins de 35-40% de tissu ablaté. Je lui fais un LASIK, le patient va très bien. Alors, ce qu'il faut retenir, il n'y a pas qu'une seule chirurgie réfractive, il y en a plusieurs. Il faut connaître ces techniques, savoir toutes les maîtriser, pas juste se dire, bon, bah, je vais faire de la réfractive, je vais faire de la PKR à tout le monde, de toute façon, il n'y a pas d'emmerde, je vais gagner ma vie comme ça. Non, on ne fait pas ça. Il faut connaître toutes les techniques et savoir proposer au patient la technique la plus adaptée en fonction de son examen, en fonction de sa demande, de son profil psychologique et en fonction de ses habitudes de chirurgien. Et parfois, la meilleure des chirurgies, c'est savoir dire non. Il faut savoir que quasiment un patient sur deux n'est pas opérable. Voilà. Si jamais vous avez des questions, quelqu'un a des questions? Pas de questions dans l'assemblée. Vous avez des questions? Ah, Jean-Pierre. Je voudrais simplement apporter éventuellement le fruit d'une longue expérience, puisque moi j'étais interne quand on avait commencé les eximeurs, et effectivement j'ai un très long passé par rapport aux patients que j'ai opérés il y a très longtemps maintenant. Alors donc actuellement, je vous dirais, pour être simple, hein, donc je ne veux pas parler des implants fac, mais en particulier pour toute la partie chirurgie laser. Quand vous avez une cornée qui a le moindre doute, alors vous avez des cornées qui sont complètement inopérables, des cornées ultra fines, 420 microns, 450 microns, vous n'y touchez pas. Quand vous avez des cornées limites dans lesquelles vous avez eu le moindre doute d'asymétrie, etc., il ne faut pas prendre de risques par le LASIK. Les TPRK, moi je fais des TPRK depuis plusieurs années, hein, donc marchent très très bien, y compris pour les myopies fortes, du style -6, -7, -8. Alors j'ai remarqué, et là je vous fais part d'une expérience, enfin d'expérience personnelle, le problème du haze, en fait, le haze vient d'une raison essentielle, c'est un retard de la cicatrisation centrale. C'est cette petite zone qui met un peu plus de temps à cicatriser, qui amène le risque de haze. Il est très important de vérifier la cicatrisation et vérifier qu'elle soit cicatrisée, que l'épithélium est recouvert pratiquement presque à 100%, la cornée. Alors comment faire? Alors j'ai remarqué que dans les suites, d'abord, petit élément, c'est que par exemple, quand on fait des TPRK, il y a le problème du mapping épithélial. On a un risque de sous-évaluation de l'épaisseur de l'épithélium. Comment néanmoins opérer des myopies style -1, -1,25 sans prendre de risque en TPRK? C'est de rajouter simplement 5 microns d'ablation épithéliale par rapport au mapping, donc on ne risque strictement rien du tout. Faire une surcorrection de 0,10, ça pose pas trop de problèmes finalement aux patients. La deuxième chose, c'est que quand on met une lentille post-opératoire, quand on met la lentille, il faut savoir que pour que ça cicatrise bien sans risque, il faut, pas d'infection, donc il faut mettre les antibiotiques moi je mets 2 antibiotiques par tradition, ça marche comme ça, je mets tobramycine et chivroxine. Il ne faut pas d'inflammation. Donc, je mets du Dexafri 3 fois par jour, y compris au début, parce que ça ne retarde pas la cicatrisation, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque c'est les phénomènes inflammatoires qui retardent la cicatrisation. Donc, je mets, par exemple, pour le début, 4 fois par jour d'antibiotiques pendant une dizaine de jours. Le Dexafri, je l'attaque tout de suite à la dose de 3 fois par jour. Et surtout, il y a un élément très, très important si vous voulez avoir des bonnes cicatrisations et pas de haze. Il faut bien, bien, bien hydrater l'œil, parce qu'il y a une lentille, il y a l'épithélium qui se développe en dessous. Et pour que l'épithélium se développe bien, il faut que la lentille soit hydratée. Donc moi, personnellement, je mets Artelac toutes les heures. On s'en fiche. Les gens n'ont que ça à faire pendant 48 heures, qu'ils mettent des gouttes. Il faut qu'ils hydratent. Et en général, voilà ce qui se passe. Je vois les patients au bout du deuxième jour. Au deuxième jour, en général, ils vont mieux.
on a un épithélium qui est cicatrisé entre 80 et 90%. Et en fonction de cette évolution, je leur dis, bon, voilà, je leur dis, on a à peu près cicatrisé à 80-90%. Vous retirez vos lentilles soit dans une journée ou soit dans 2 jours. En général, les gens que nous avons, la plupart du temps, ont l'habitude des lentilles. Et donc, ils les retirent eux-mêmes. Et je leur dis, quand vous retirez la lentille, vous risquez d'avoir une impression de corps étranger pendant quelques heures. Gardez les yeux fermés, hydratez bien vos yeux. Et après, donc, je les revois 15 jours après. Et ça marche très, très bien. Et je peux vous assurer 2 choses. Mais ça, c'est une expérience personnelle. Je n'ai jamais utilisé de mitomycine, sauf en cas de réintervention. Il faut savoir que quand vous mettez la mitomycine, vous ne pouvez pas réopérer avant de nombreux mois si vous avez un problème, même années. C'est un élément important. Donc moi, j'utilise pas de mitomycine. Je suis un des seuls. J'ai jamais utilisé de mitomycine. Donc je ne peux pas dire que je suis une référence absolue, mais enfin en tout cas, je vous fais part de mon expérience là-dessus. Donc ça, c'est l'élément. Et donc, je n'ai pas de haze. Je n'ai pas du tout de haze. Je ne vois pas de haze. Et voilà, vous pourrez vous faire votre propre expérience, mais je vous donner ce conseil. Et en tout cas, le conseil, c'est si vous avez le moindre doute sur une cornée, faites un traitement de surface, y compris sur des myopies fortes, parce que un LASIK, même si vous laissez un mur de 300 microns, moi, je laisserais plutôt un mur de 330 minimum. Et bon, c'est vrai qu'on dit c'est 300 microns, vous ne vous exposez pas à avoir d'ectasie. Et je fais part également de cette longue expérience que j'ai. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu un seul cas d'ectasie post-réfractive dans mon expérience. Voilà. Mais voilà, ça peut être confirmé auprès des assurances. Voilà. Merci.